D'accord, donc moi c'est Sébastien Guittard, j'ai intégré un programme ETP au sein de l'établissement Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle Mélioris-le-Grand Feu à Niort. J'ai intégré ce programme, ou l'équipe du programme, suite à… Donc, du coup, je suis paraplégique depuis plus de 20 ans, et c'est à ce titre que j'ai intégré le programme après avoir suivi… D'abord, j'ai intervenu… Pardon, en 2014, j'ai intervenu de 2014 à 2018 comme ça, lors de tables rondes, par mon expérience et expertise de mon parcours de personnes atteintes de handicap. Le programme s'appelle Patient porteur d'un handicap urinaire et ou fécal d'origine neurologique. C'est sur cette thématique que j'interviens. Et j'ai suivi la formation des 40 heures en 2018, ce qui m'a permis d'intégrer officiellement l'équipe, où je considère faire partie vraiment de l'équipe. Et comme c'est la thématique sur laquelle on va débattre, ou échanger du moins, j'interviens en tant que bénévole. Voilà. Caroline, je te Donc, laisse. du coup, là, jusqu'à 17h30, l'idée, c'est que ensemble, on puisse échanger. Hein. Donc, très rapidement, nous allons vous laisser la parole. L'idée, c'est vraiment l'interaction, pouvoir échanger sur les différents points de vue de chacun sur cette question de la professionnalisation. Excusez-moi. Voilà. Et pour introduire un petit peu le sujet, là, Sébastien, on est parti sur une étude de cas. Et je vais laisser le soin à Sébastien de vous la lire. Et ensuite, nous donnerons la parole à chacun de vous. Et nous attendons beaucoup de ces échanges. Allez, j'attaque. Donc, c'est une étude de cas qui on a pensé qu'il peut être intéressant justement pour lancer l'échange. Donc, j'attaque la lecture. Atteinte d'un cancer, Madame A s'est investie dans une association de lutte contre cette maladie. À ce titre, elle a été sollicitée pour représenter cette association dans diverses instances. Elle s'est notamment impliquée en tant que représentante des patients avec une autre malade dans les travaux du comité scientifique d'un groupe coopérateur, travaux portant sur l'élaboration du protocole d'une étude internationale. Au sein de ce comité scientifique, Mme A participé à de nombreuses réunions, parfois sur plusieurs jours, et apporté son expertise tirée de son expérience. Cette expertise est reconnue de façon très positive par les autres membres du comité scientifique. La présidente de ce comité estime ainsi que l'apport des deux patientes a été majeur dans l'élaboration du protocole de l'étude. Impliquée pendant plusieurs années dans les travaux de ce comité scientifique, Mme a été récemment contrainte d'y cesser sa participation. La situation personnelle ne lui permet en effet plus de pouvoir consacrer le temps de travail que nécessite cette participation. Mme A n'a perçu aucune indemnisation ou rémunération pour ses contributions aux travaux de ce comité scientifique. Bien que souhaitant lui verser une compensation financière, ce dernier n'a pas trouvé de solution adéquate pour cela. Madame A est aujourd'hui contrainte à regret de cesser l'essentiel de ses activités associatives afin de chercher un travail rémunérateur et subvenir à ses besoins. Madame A sollicite le comité éthique et cancer pour savoir s'il est éthique que la contribution de malades ou anciens malades aux travaux de sociétés savantes ou d'institutions publiques et privées basées sur l'expertise qu'ils ont construite à partir de leur expérience de la maladie, puissent ne pas être indemnisés ou rémunérés sous une forme ou une autre. Voilà, l'idée un peu, c'est de savoir ce que vous en pensez finalement à partir de cette étude de cas de Madame A dans le cadre d'éthique et cancer, finalement qui a donné beaucoup de temps, qui a consacré beaucoup de temps, d'investissement auprès de l'institution et qui se retrouve contrainte d'arrêter faute de rémunération.
Donc, la question un peu sous-jacente de départ, c'est, selon vous, voilà, tout travail mérite-t-il salaire et sous quelles conditions? Et on vous laisse la parole. Ça a été évoqué puisque certains d'entre nous étions déjà dans le groupe numéro 3 tout à l'heure. Et donc, ça a été évoqué avec Madame Novak, Monsieur Philippot notamment, et Madame Jacques, sur les questions justement d'intégration, de patients partenaires, d'appel à projets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été à vocation de reconnaître les compétences, en tout cas des patients, peu importe sous quelle forme, mais en tout cas de rétribuer quand on les fait intervenir une fois, ok, mais quand on les fait intervenir de la conception jusqu'à la coévaluation, il y a quand même un autre enjeu, il y a quand même une autre plus-value, en tout cas. Alors, c'est pas une plus-value quand il y a du témoignage, il y a des partages d'expérience, mais au bout d'un moment, il faut valoriser ce qui a été fait. Et, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je partage entièrement ton opinion. Vous pouvez développer un petit peu, du coup, nous, on n'était pas présents à côté. Alors, bon, moi, je suis Patricia Nova, je suis patient éducateur thérapeutique, je suis coordinateur de programme et je suis également formateur en ETP. Je pense que ça pose la question de que vaut le savoir patient? Est-ce que le savoir médical et scientifique reconnaît et valorise le savoir et le vécu expérientiel de la maladie? Si on est un acteur et considéré comme un acteur et que les contributions qu'on peut apporter font avancer les choses, moi je pense que le financement et la rémunération, elle est incontournable. Et ce que vit cette dame, malheureusement, c'est ce que vivent énormément de patients éducateurs, ce qui explique la problématique du turnover des patients éducateurs qui, au bout d'un moment, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de mettre de l'essence dans leur voiture. Moi, on me dit toujours « Oh, c'est génial ce que vous faites ». Alors maintenant, ça m'agace un peu, j'avoue. Et je leur ai dit « Trouvez-moi un petit peu moins génial, mais financez-moi un petit peu plus ». Parce que ma voiture, les compliments, quand je fais 160 km sur une journée pour aller et revenir sur un programme ETP, parce qu'en ruralité, les kilomètres, ils défilent à la vitesse grand V. Quand je passe à la pompe à essence, le pompiste, il ne me dit pas « Madame Novak, vous êtes géniale ». Il me dit « Madame Novak, ça fait 105 € votre plein ». Donc voilà, je pense que les choses ont bougé plus vite que les mentalités et les institutions et que ça va être, je pense, un combat, mais qui est juste et que je sais que je ne suis pas la seule à mener. J'ai mon collègue de Lille là, que j'ai sur l'écran. Voilà, c'est un mouvement qui est national chez les patients. Là, on a le Nord, on a les mêmes travaux en Occitanie, en PACA, c'est les mêmes problématiques. Donc, voilà, sur beaucoup de territoires, c'est pareil. Après, je pense que si, que ce soit les ministères ou la HAS, à partir du moment où on demande aux équipes, ce n'est pas aux équipes de subir ça. On doit mettre les moyens financiers en face et peut-être la revalorisation du forfait patient qui, dans la loi, est à 350 € et je ne connais pas beaucoup de régions où on rémunère à 350 € le patient. Donc, voilà, je pense un combat. Pardon? Je rajoute même 250, 350 pour du soin de ville, 250 pour de l'ambulatoire classique. Ouais, donc peut-être que les équipes qui mettent
qui ont des patients éducateurs et qui les rémunèrent, qui les valorisent. Moi, je pense que ces équipes-là, elles doivent avoir, enfin, le coordinateur doit avoir une enveloppe supplémentaire parce que bah, c'est pas évident. Et autre chose aussi que je me permets de soulever, très souvent, les coordinateurs ne voient pas arriver l'enveloppe allouée par l'ARS pour leur programme. C'est noyé dans le FIR. Et quand on a des patients éducateurs qui sont habitués, qui font de la coordination et qui ont quelques notions, on se rend compte que les établissements, souvent, ils se servent de cette enveloppe comme valeur d'ajustement sur d'autres postes. Et que le TP, et il y a beaucoup d'équipes TP qui jettent l'éponge parce que elles ne voient jamais le retour financier pour faire avancer et évoluer leur programme comme elles le souhaiteraient. Je voudrais rebondir par rapport à ça, de ce que j'entends. Alors, c'est justement, l'objectif, c'est d'entendre plein de choses différentes. Très peu de programmes sont financés. Ça dépend des structures. Là, je parle pour le centre de l'éducation, étant donné que c'est là où j'interviens. Il n'y a aucune enveloppe qui est dédiée à tout ce qui est ETP. Et du coup, ça rentre dans les charges de l'établissement. Et il faut que ça soit donc du coup un choix politique de l'établissement, parce que ça a un coût obligatoirement de travailler sur un programme ETP. Et du fait, ma remarque, c'était, vous évoquiez le fait qu'il n'y ait pas d'enveloppe, ou que l'enveloppe n'allait pas au programme, mais quand il n'y a pas de programme, quand il n'y a pas d'enveloppe, obligatoirement, du fait, il ne risque pas d'avoir. Mais ça pose la question de la place de l'ETP et de la prévention. Hein. Après, c'est une politique nationale, savoir ce que les instances veulent faire. Même Sébastien, si tu es dans un SSR, un établissement de soins de suite et de réadaptation comme le Grand Feu, là, dans le 79, même s'ils n'ont pas de fonds ETP à proprement parler, ils ont une autre ligne budgétaire dans laquelle ils peuvent, en tout cas c'est ce que l'ARS suggère, de passer leurs actions d'éducation thérapeutique. Donc après, c'est le montage financier de la structure qui fait que, mais comme tu dis, c'est vraiment un choix politique, un choix stratégique de l'établissement pour rémunérer à la juste valeur des compétences du patient. Après, M. Philippot va peut-être pouvoir compléter avec ce qui se passe sur l'île. Ça peut être intéressant. Juste, moi, je voudrais rajouter que selon une étude que tout le monde connaît, 1 euro investi en ETP, ça fait faire 4 euros d'économie de frais de santé. Donc, on chiffre toujours ce que coûte l'ETP, mais on ne chiffre jamais ce que l'ETP rapporte et ce que un patient éducateur fait faire comme économie de frais de santé de par ce qu'il apporte. Et ça serait quand même assez facile à faire avec la carte vitale où on a dessus 2 ans d'antériorité de soins médicaux. Et si on prenait ce patient sur la longueur de vie du programme, on fait un relevé à l'entrée du programme et on fait un relevé sur ses frais de santé, on va dire 2 ans ou 3 ans après, et qu'on fasse juste la soustraction pour l'avoir fait avec certains patients, je peux vous assurer que le rapport, il est de notre côté. Hein. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Philippot, je suis patient partenaire, patient expert au CHU de Lille sur les sujets de l'insuffisance cardiaque et la greffe de cœur. Donc, j'ai participé à plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique quand j'étais en insuffisance cardiaque et sur les défibrillateurs implantés, et puis après sur la greffe cardiaque. Aujourd'hui, je participe à la conception de certains programmes d'éducation thérapeutique et la formation de soignants aussi sur communication patient-soignant et l'expérience patient en général. Concernant les finances, je vous avoue que là, ce n'est pas du tout mon sujet. Je sais que il y a des enveloppes de 250 € par patient qui sont déjà pas assez suffisantes pour pouvoir faire tout un programme d'éducation thérapeutique. Souvent, ça permet de faire 2 ateliers et puis c'est tout. Il y a encore des ateliers en groupe. Quand c'est des séances individuelles, c'est encore plus difficile.
Concernant la rémunération des usagers qui participent, ben moi, ça me semble essentiel, sauf si c'est un usager occasionnel qui vient juste apporter un récit thérapeutique lors d'un atelier de temps en temps, mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui va former, qui devient formateur, on ne parle même plus de patient partenaire, patient expert, finalement, c'est un formateur. À partir du moment où autour de la table, il y a plusieurs experts qui viennent apporter leur expertise et le patient partenaire apporte son expertise aussi, du coup, il doit être considéré comme un expert à part entière et donc être rémunéré par les grilles tarifaires des expertises au même titre des gens qui sont autour de la table. Je trouverais ça normal et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité autour de la table quand c'est dans la conception, dans la formation de ces différents ateliers. À Lille, on a conventionné les patients partenaires avec des lettres de mission, avec un soignant à chaque fois qui est responsable de ces missions-là. Donc, c'est une signature à 3 parties, le patient, le soignant et l'institution, avec une date de début, date de fin de la mission pour être certain qu'on soit dans les cadres, avec donc la lettre de mission et la charte aussi. Une petite formation sur l'hygiène quand on arrive à l'hôpital, et puis aussi sur le secret médical. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Tout le monde n'est pas encore formé à l'éducation thérapeutique du patient, mais on souhaite avoir des patients experts, on essaie de les former, mais ce n'est pas toujours simple aussi en ce moment sur l'île. Voilà pour l'expérience ch'ti. De moi, ce que j'entends, et alors là, vous êtes tous les trois vraiment OK sur cette nécessité de rémunération. Vous avez dit qu'il semble incontournable. Vous parlez aussi de rémunérer à la compétence et c'est peut-être important dans l'ensemble pouvoir aussi définir ce qu'on entend par compétence expertise de l'usager intervenant. Voilà. Vous avez parlé de formation aussi, donc c'est vrai que… Au niveau compétences, pardon, mais chacun en fonction de nos pathologies, là, tout le monde sait que la science avance à la vitesse grand V. On est obligé de se tenir au courant et d'aller ou sur des congrès ou sur des manifestations pour être au fait des nouvelles techniques, des nouveaux accompagnements, des fois de nouveaux protocoles. Donc, le patient éducateur, il fait de la formation continue comme n'importe quel professionnel de santé. Vous pensez que vous pensez que tout patient partenaire assure sa propre formation continue? Alors, moi c'est l'association qui assure cette formation continue, mais pour moi, elle est incontournable. Il y a tout un tas de choses qui bougent d'une année sur l'autre. Donc, bah oui, il faut se tenir au courant des études, des nouvelles molécules qui sortent, parce que les gens, il ne faut pas oublier qu'on est quand même à l'heure où les gens sont quand même très connectés, ils sont sur les réseaux. Donc, ils ont un tas d'informations, alors des fois bonnes, des fois moins bonnes, et que bah, des fois, pour déconstruire des fake news ou des choses comme ça, bah, il faut savoir de quoi on parle. Là, moi, je prends juste mon cas sur l'obésité. Il y a une étude qui vient de sortir avec une nouvelle molécule sur 72 mois de recul, sur presque 4000 patients. Si je ne vais pas en formation pour savoir ça, je vais pas, le jour où on m'en parle, je vais faire « Ah bah ouais, je ne suis pas au courant ». Voilà, c'est… Et ça, c'est sur ça, mais c'est sur d'autres techniques. Ça peut être sur l'apnée, les nouveaux. Sur l'apnée du sommeil, là, on a plein de patients qui reviennent avec des questions sur la problématique qu'il y a eu avec un fournisseur d'appareils de PPC. Enfin, vous devez pouvoir renseigner, parce que ces questions-là, ils vont vous les poser à vous, ils ne vont pas les poser aux soignants.
Donc, le patient éducateur, il a un rôle, moi, je dirais, extrêmement important. C'est le trait d'union. C'est le trait d'union. C'est comme dans une salade composée pour moi, l'éducation thérapeutique. Et le patient éducateur, c'est la bonne mayonnaise qui est bien dosée, avec juste le bon œuf, la bonne dose de moutarde et la bonne huile. Voilà, avec le sel et le poivre, et on est ça, nous. Et on fait que tout glisse et que tout va bien pour le patient. Je suis désolée, je suis dans l'obésité, donc je parle forcément de bouffe. Concernant la formation, moi je pense qu'il faut que ça parte des soignants, c'est-à-dire que faut être formé avec, et avec les soignants, c'est-à-dire que même la formation seule, ça peut amener des dérives aussi. Il faut que ce soit validé par les équipes avec qui on travaille en éducation thérapeutique du patient. Souvent d'ailleurs, c'est des formations qui sont co-construites avec des patients associés en plus. Donc, je prends l'exemple des cœurs artificiels HeartMate, une formation pour les patients et pour les soignants. Elle est construite avec des patients. Et par la suite, le conseil, il est certain d'être bien apporté, s'il le faut, parce que dans tous les cas, on réoriente vers le docteur toujours. Moi, je ne vais jamais apporter un conseil. Je serais mal placé pour apporter un conseil avisé sur un cœur artificiel, voyez-vous. Donc, je vais toujours rediriger vers les docteurs, ça c'est certain. Mais le jour où il faut essayer de parler d'un vécu ou d'une situation un peu cocasse que des docteurs ne sauraient pas connaître, là, je pourrais peut-être en parler en ayant eu en plus cette formation par la suite avec les docteurs, faite par les docteurs et faite par les soignants. Voilà. Pour la rémunération, je pense que c'est plus au métier. Je veux dire, si c'est un formateur, si c'est un patient formateur, eh bien, c'est rémunéré comme un formateur. Si c'est un expert qui vient participer à un congrès en tant qu'expert, patient expert sur une certaine expertise, il doit être rémunéré comme les autres experts. En fait, ce n'est pas tant par la compétence, mais plus ce qu'il va apporter par rapport au métier, je pense, plus, voyez-vous. Alors, attention, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le TP, du point de vue soignant, n'est pas un métier à part entière. Non. L'éducation thérapeutique ou le rôle de patient partenaire? Non, l'éducation thérapeutique du côté soignant n'est pas un métier. Non, c'est certain que ce n'est pas un métier. J'ai envie de dire que c'est plus l'apport de plusieurs compétences et de plusieurs savoirs pour amener des patients à mieux vivre, ça c'est certain. Mais par contre, à l'intérieur de cette éducation thérapeutique, il y a des métiers qui sont existants. Oui. Maintenant, est-ce que patient, partenaire, patient expert, c'est un métier? Ça dépend du degré d'implication, j'ai envie de dire. Comme je disais tout à l'heure, si c'est simplement pour aller exprimer un récit thérapeutique de son vécu de la pathologie, simplement, peut-être pas. Par contre, à partir du moment où on vient travailler sur ce récit-là pour aller apporter des notions, on vient travailler avec les soignants pour essayer d'amener quelque chose sur les ateliers, là, oui, il y a un travail dessus, il y a une expertise. Là, peut-être que certainement que cette expertise peut être rémunérée. À partir du moment où je viens apporter un regard, un conseil sur des ateliers et que je fais en co-construction, là, oui, OK, là, il y a certainement une rémunération à trouver. La rémunération, les enveloppes, ça, je ne saurais pas trop trouver non plus. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure, les ARS, la HAS, tout ça va réussir peut-être à mettre le doigt dessus. Et au niveau de la formation, pour prendre mon exemple, moi, mon parcours, il m'a quand même amené dans des choses un peu magnifiques, tout en faisant du bénévolat. C'est-à-dire que j'ai démarré sur une formation en éducation thérapeutique classique, 40 heures, puis 80 heures. Au fur et à mesure, je suis rentré dans des commissions d'innovation, commission expérience patient au CHU de Lille. Et suite à différents contacts, je me retrouve dans une formation à Sciences Po Lille sur haute étude régionale en santé, où je suis formé avec des directeurs d'hôpitaux, des directeurs financiers, des responsables d'urgence, des choses comme ça, pour avoir une vision globale aussi des enjeux de santé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, il y a des institutions comme Sciences Po Lille qui commencent à se rendre compte que quand on forme des soignants, même dans les grandes instances, on peut aussi impliquer du patient aussi dans ces formations-là. Et au fur et à mesure, je pense qu'on
on va y arriver à avoir des patients. De toute façon, on est un peu tous patients d'ailleurs, hein, mais bon, on va arriver à avoir des patients dans des hautes fonctions aussi dans les institutions. Quelqu'un d'autre souhaite un petit peu exprimer son vécu? Alors, pas forcément de patients experts, intervenants, partenaires, mais je vois qu'il y a aussi parmi vous des professionnels des UTEP, des coordonnateurs ETP, IREPS. C'est aussi intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Esther Trombini, je suis coordinatrice départementale de l'ETP dans l'Eure-et-Loire et je suis aussi diététicienne, je participe à plusieurs programmes ETP. Et du coup, ça me fait, je pense à deux choses en fait, parce que donc, dans le programme ETP auquel je participe, donc pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, une patiente intervient, mais en fait, elle travaille. Donc, elle est obligée de poser des RTT pour venir aux ateliers. Moi, je prendrais peut-être le problème peut-être à l'inverse. En fait, comment on fait quand un patient est déjà salarié quelque part et qu'on fait intervenir voilà, est-ce que l'idéal, ce serait pas qu'il puisse avoir du temps dédié, comme on pourrait être sur un syndicat, en fait, pour parler de sa pathologie. Enfin, voilà. Ça me pose question parce qu'à chaque fois, je suis embêtée pour elle parce que voilà, elle travaille, donc c'est très bien, ça veut dire qu'elle peut travailler avec sa pathologie, mais elle est obligée de poser des jours de congé pour venir bénévolement. C'est ce que vous en pensez. Vaste sujet, effectivement, sur le statut salarié, incapacité temporaire, invalidité du patient et, par rapport à son activité. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui, dans leur entreprise, sur les sujets de cancer, par exemple, ont la chance d'avoir du temps dédié et leur entreprise font passer ça dans des politiques RSE. Dans des activités annexes. Et donc, c'est un peu sur leur temps de travail. Donc ça, c'est vraiment top. Après, certains, comme moi, par exemple, profitent un moment d'une invalidité deuxième catégorie pour pouvoir prendre du temps sur ces sujets-là, tout en étant en bénévolat. D'autres montrent des petites structures d'auto-entrepreneurs aussi, des petites structures d'auto-entrepreneurs pour pouvoir avoir un réceptacle sur les fonds qui leur sont versés ou carrément d'autres, des associations, montent une petite association à titre individuel de patients partenaires, patients experts. Après, il existe des grands regroupements de patients, par contre, là, dans l'association. Certains font rémunérer leur association. Je pense que c'est Madame Novak qui fait ça aussi, ou association qui est rémunérée et après, il y a une rétrocession directement aux patients. Si je ne me trompe pas, une association, on doit être au moins deux, non? Pour pouvoir monter une association. Oui. Oui. Ma femme et moi, et on monte une association. Alors du coup, moi, je rebondis un peu sur cette question de la rémunération et sur la question d'éthique. Hein. On s'était demandé, on s'était dit qu'on pouvait poser la question aussi, c'est-à-dire selon vous, est-il éthique de monnayer sa maladie ou son handicap? Est-ce que c'est la maladie qu'on monnaie ou est-ce que c'est notre savoir expérientiel? On vous pose la question. Moi, je pense que c'est faire quelque chose de positif, d'un élément négatif qui nous arrive dans notre vie et qui nous permet d'acquérir d'autres compétences et on va valoriser ces compétences. J'avoue qu'à un moment donné, moi, ça m'a posé problème de me dire, je suis greffé-cœur, je vais en faire un business, quoi. À un moment donné, je me suis posé la question comme ça. Et du coup, je ne me posais pas du tout la question quand j'étais face à d'autres patients
et à leur famille. Et quand je leur parlais de c'est quoi vivre avec un nouveau cœur, qu'est-ce que vous allez vivre en réa pour une greffe cardiaque, je ne me posais pas du tout cette question-là. Pour moi, c'était limite logique que ce soit du bénévolat, de donner mon temps après tout ce que j'avais pu avoir. D'ailleurs, dans la greffe cardiaque, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent donner suite à un don comme ça de vie. Ça se voit très, très fréquemment. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à monter d'un échelon et à apporter une expertise, où j'ai pris du recul sur mon expérience et aussi une vision de l'institution, une vision expérience patient dans la globalité, là, je me suis dit, oui, j'ai quelque chose à apporter. D'ailleurs, par les retours que j'ai eus, parce qu'au début, je ne me rendais pas compte que j'apportais quand même quelque chose, hein, mais par les retours que j'ai eus, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à apporter. Et là, je me suis dit, il y a moyen que ce soit monétisé quand même, que ce soit rémunéré. Parce que ça vient faire grandir tout le monde. Et puis, si à un moment donné, je veux continuer cet engagement-là, il va falloir d'une manière ou d'une autre trouver un stratagème avec les institutions pour pouvoir rester dans ces fonctions-là. Donc, soit en jouant sur les invalidités, soit en jouant avec les entreprises, les associations ou les micro-entreprises. Voilà. Il n'y a pas encore vraiment de réponse, mais il y a plusieurs pistes. Mais à un moment donné, oui, si on veut en plus pouvoir garder certains patients qui travaillent bien avec les institutions et avec les soignants, oui, il va falloir faire quelque chose, quoi. C'est toujours les relations gagnant-gagnant, hein. Je ne sais pas si c'est de l'éthique, mais Non, mais c'était fait exprès aussi, voilà, Bon. voilà, c'est des questions, on s'est dit, tiens, Ah, mais c'est des questions que même les patients, ça les chamboule aussi, hein, parce que à un moment donné, l'engagement, on veut le continuer, et à un moment donné, comme comme Esther a eu, ou d'autres personnes, à un moment donné, on va mettre fin au truc, parce que obligé de prendre des RTT tout le temps pour pouvoir faire ça, ça va plus être possible. Il suffit qu'il y ait un autre événement à côté, et c'est plus possible. Il y a aussi des autres événements qui sont importants à prendre en compte aussi, c'est la santé des patients partenaires, patients experts, qui souvent souffrent de maladies chroniques. Et du coup, quid aussi de leur santé physique et mentale dans tout ça. Je crois qu'on a tous commencé avec du bénévolat pur et dur. C'est juste qu'à un moment donné, on est rattrapé par la réalité économique. Pour ma part, j'interviens, alors j'habite dans le Lot-et-Garonne, pas très loin de Marmande. J'interviens une fois par semaine sur Bordeaux. Après, je vais dans le 24. Je vais au fin fond du Lot-et-Garonne, limite du Lot. Donc, sur ma semaine, je fais presque 600 km. Donc, entre les péages et les frais d'essence, le budget qu'on a sur son investissement personnel, c'est plus possible. ouais, mais là, on ne parle pas de rémunération, on parle de défraiement. C'est encore autre chose pour moi. Oui, mais il y a le temps pour y aller. Un atelier, ça se prépare aussi. Moi, j'aime pas aller dans un atelier où je connais pas où j'ai pas eu un retour des bilans éducatifs pour savoir qui je vais avoir en face de moi. Ça se prépare un atelier. Et derrière, c'est pareil, on fait une évaluation de l'atelier. Donc, il y a du travail en amont et post-atelier. Quand on essaie de bien faire les choses, après toute la traçabilité, la valorisation, l'étude des questionnaires de satisfaction, je veux dire, il y a tout un travail derrière qui pour ma part, ça prend beaucoup de temps. Alors peut-être que je ne suis pas très douée, mais j'essaie de faire les choses du mieux que je peux et je pense que que le travail qu'on rend, c'est du travail professionnel. Je suis complètement d'accord, mais là, je reviens sur Monsieur Philippot. Vous évoquiez le fait que vous étiez donc en deuxième catégorie, la validité, du fait que vous percevez un revenu, je ne sais pas, voilà, une somme, une allocation. Est-ce que c'est justement, c'est pas un frein pour passer le pas et aller dans la direction du professionnel, de la professionnalisation des contre-rémunérations?
C'est une bonne question. En fait, c'est une sécurité déjà, cette invalidité deuxième catégorie sur une greffe cardiaque. Bon, voilà, en tout moment, il peut m'arriver un petit couac, hein, c'est certain. Par contre, si c'est bien calculé avec une institution, c'est le docteur de la Réunion de tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui expliquait qu'ils avaient une salariée qui passait 2 jours, qui travaillait dans une UTEP, qui passait 2 jours, et en fait, ils avaient fait le calcul en fonction de sa rente d'invalidité, sur quel était le montant qu'il ne fallait pas dépasser de rémunération pour qu'elle puisse quand même tout de même garder sa rente d'invalidité au cas où. Bon, c'est un peu comment on Du dit ça, bidouillage. du bidouillage, mais si c'est dans l'intérêt de tout le monde, pourquoi pas pourquoi pas. Après, l'invalidité, quand on est invalidité deuxième catégorie, si même moi demain je retrouve un métier salarié, et que j'ai une rechute, je retourne en invalidité deuxième catégorie. Vous voyez, Mais le plus compliqué, je pense que c'est avec les entreprises aussi, quand on est salarié, c'est ça qui n'est pas toujours simple. Les prévoyances, la rente d'invalidité, c'est toujours une histoire de sous, d'argent, toujours derrière. Et quand on veut s'engager correctement, bah, c'est dommage que ça bloque, quoi, finalement, parce qu'il y aurait tellement intérêt à débloquer tout ça pour tout le monde. Mais bon, c'est assez lourd, hein, surtout les grosses institutions chez nous. C'est lourd, mais c'est un peu mon sujet et mon combat du moment aussi, hein, c'est ça. Certaines reconnaissances. Alors, déjà, par l'indemnisation, ça c'est certain. Madame Novak, vos frais d'essence, votre voiture, machin, etc., ça doit être indemnisé. Ça, il n'y a pas, y a pas photo. Et la rémunération, bah ouais, quand ça passe un certain cap, là aussi, il faut une certaine reconnaissance, quoi. Quel- je viens d'entendre plein de choses intéressantes et bon, globalement, professionnalisation de l'usager partenaire. On a utilisé usager partenaire, pourquoi? Et non Donc pas ça, patient ou patient expert ou patient partenaire ou père aidant. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé usager partenaire ETP? est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Carr, s'il vous plaît? Yvan Carr, thérapeute en psychologie, formateur également et formateur dans le monde de la santé mentale et des activités physiques. Voilà. Donc, j'arrive sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ok. Donc, je n'ai intégré aucun programme ETP actuellement et je prends des marques et je fais connaissance avec le monde ETP en Nouvelle-Aquitaine. Et je trouve que bon, déjà, il est très bien maillé. Donc, c'est pas tant le problème. C'était ma question sur usager partenaire. Ça fait l'objet je vous coupe, hein, d'un Oui, gros bien sûr. travail mis en œuvre par Aetna, hein, sous couvert de Paul, qui écoute, l'année dernière, justement, sur voilà, comment Mais nommer oui, la personne ouais, malade qui intervient. Et alors Alors, là, ça a fait un vaste débat parce que j'ai eu la chance avec Carole, une psychiatre du CHU de Poitiers, de travailler sur cette commission-là. Le problème, c'est que il y a autant de dénominations pratiquement que de régions françaises. Donc, je comprends. voilà, Je comprends très bien. le Le problème, c'est problème, que chacun veut réinventer le monde et on n'est pas capable au niveau national de se mettre d'accord sur une bonne fois une terminologie. mais ça, Et c'est humain et c'est un problème d'ego. Voilà, je vais faire simple, hein, c'est un problème d'ego. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager une professionnalisation de quelque chose sur lequel on n'est pas, dans sa dimension nationale, en accord? Et au-delà de cet accord qui pourrait être trouvé, comment est-ce que l'institution reconnaîtrait
cet individu et quelle place il lui donnerait. C'est toute la question, je crois, de cette démarche de professionnalisation. La professionnalisation, Madame Novak, vous l'avez, vous êtes formatrice. Vous êtes présentée comme formatrice, donc ça veut dire que vous faites de la formation en ETP, vous faites de la coordination en ETP. Ça veut dire que quelque part, ces termes-là ont une valeur juridique et professionnelle. Le patient a-t-il une valeur juridique de professionnalisation entraînant, si vous voulez, une rémunération, si on veut appeler ça une rémunération, ou une indemnisation? C'est une question qui est peut-être aussi intéressante. Et c'est là où est la difficulté de déterminer tout cela. Objectivement, et je vais vous le dire cash, toute personne qui apporte son niveau de connaissance, son expertise, à répétition, bien évidemment, et non pas occasionnellement, comme le disait M. Philippot, Nicolas, doit avoir une indemnité de par son expérience et du temps qu'elle passe à préparer quelque chose. C'est le problème de l'évaluation financière de la matière grise. Voilà, ça fait aussi partie de ces éléments-là. C'est mon questionnement. Est-ce que, alors, usager partenaire, ça a été une grande délibération. Je trouve le terme très intéressant. Et lorsque je me suis inscrit, je voulais comprendre ce que voulait dire usager partenaire. Maintenant, j'ai bien compris l'expression usager partenaire. Pour moi, c'est le patient susceptible d'être capable de, et dont les compétences peuvent apporter un bien à un programme d'éducation thérapeutique et dont l'investissement est plus qu'occasionnel, il est quasiment permanent. On s'entend bien sur la thématique. Donc, ça veut dire que s'il y a un investissement permanent, on peut envisager indemnité. Mais cette indemnité, comme on en est tous conscients, vient d'où? De l'institution ou de l'association ou de la structure économique, microéconomique, à laquelle il est rattaché. Si c'est une structure microéconomique, ça veut dire qu'elle a des subventions. Est-ce que dans cette part de subvention, il est possible… Alors, les défraiements, ça, c'est autre chose. C'est un élément qui peut être pris en charge. Une indemnité rentre dans un autre cadre. Oui, pardon. Non, je voulais juste du coup prendre cette occasion-là pour un petit peu comme je l'ai fait dans le groupe dans la session précédente pour réexpliquer un petit peu comment à Aetna on est venu sur cette dénomination-là, puisqu'en plus dans ce groupe, alors je connais très bien certains d'entre vous, mais finalement, voilà, mais finalement il y en a aussi un certain nombre avec qui on ne se connaît pas forcément, donc c'est pour ça que je trouve que c'est utile quand même d'expliquer ça. Le terme usager partenaire est donc plutôt utilisé au sein d'Aetna, que ce soit en interne, voire vers l'extérieur également. Il n'est pas consacré à ce stade au-delà des frontières d'Aetna, ce sera peut-être le cas à un moment ou à un autre, mais quoi qu'il en soit, il a vocation à inclure l'ensemble des parties prenantes, notamment, ce qu'il faut voir derrière usager, c'est le patient, l'aidant ou la personne atteinte de handicap, puisqu'on a à cœur aussi. De la même manière que pendant longtemps, les patients ont été laissés un peu de côté dans le parcours de soins par lequel ils étaient directement visés, et bien justement à cœur aujourd'hui de ne pas faire la même chose avec les aidants et les personnes atteintes de handicap qui pourraient être pas toujours considérées. Et on en a eu, d'ailleurs, on en a eu cette discussion dans le groupe d'avant, puisqu'il y avait une proche aidante qui faisait partie du groupe. Et du coup, de la même manière qu'on parle d'usagers du système de santé, on parle, nous, de manière un petit peu calquée, d'usagers partenaires. Voilà, je voulais simplement préciser ce petit point pour que ce soit au clair. Et du coup, je suis d'accord avec ce que disait Yvan, parce que nous, dans le Nord, à Lille, usagers, c'est aussi les soignants. Vous voyez, c'est usager, c'est usager aussi de l'institution et de l'hôpital. Et du coup, on inclut aussi les soignants. Et ce qui fait que finalement, le titre, il n'a plus trop son sens si on prend
on prend ce terme-là comme uniquement patient, malade ou des choses comme ça. Tout à fait. Mais bon, je l'ai compris quand vous avez proposé Oui. cette réunion, je l'ai compris comme ça. Mais voilà, Oui, avec ce effectivement, déjà titre-là, oui. au niveau du wording, comme on dit, Ouais, c'est clair. il y a déjà un gros souci, au niveau national sur Oui. ces différents termes-là. Puis je pense que les tentatives de se mettre d'accord ont été Ouais, vaines jusque-là, et parce c'est qu'il y ça. en a eu un paquet. Hein, ça, c'est Du pas coup, le nous, on problème. essaie de travailler sur la dimension du partenariat déjà. C'est partenaire, partenariat. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat? À partir de quand c'est un partenariat? À partir de quand c'est un partenariat qui peut être rémunéré ou pas? Enfin voilà. Donc patient partenaire. Patient expert, nous, c'est vraiment ceux qui sont formés en éducation thérapeutique du patient. Enfin bon, voilà, et puis voilà, c'est le bazar. J'avoue. Parce que j'ai des réunions un peu dans toute la France et bon, j'essaie de comprendre aussi, mais je n'ai pas encore réussi. Alors, peut-être à un moment donné, on a un ministre ou une ministre qui va dire, bon, allez, on arrête tout, les mots, c'est comme ça, et on met les petites références derrière, et après, derrière, on peut travailler. Il y a juste à faire ça, hein. C'est juste une petite réunion avec quelqu'un qui dit, ça sera comme ça, et puis basta. C'est vrai qu'en psychiatrie, on n'a pas eu ce problème et ça ne fait pas débat. Nous avons les pairs aidants, les médiateurs de santé pairs. D'accord, mais maintenant, il y a des pairs aidants en entreprise. Ça, je n'ai pas tout compris encore, qui finalement sont des patients experts et qui accompagnent des patients en cancérologie ou des choses comme ça. Mais le nom a été pris dans d'autres milieux. Mais c'est vrai que. Mais pour moi, père aidant, c'est psychiatrie, effectivement, c'est ça. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que le professionnel de santé, alors je suis désolée de scinder, mais voilà, c'est quel est le rôle du père aidant, c'est quel est le rôle du médiateur de santé père. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Yvon. Pour moi, ça renvoie à la notion de statut, encore une fois, la notion de compétence et à la reconnaissance de la compétence expérientielle. L'expérience, en fait, ça ne doit pas être qu'un statut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait presque même gommer. C'est bien que finalement vous ayez gommé le mot patient, parce que moi je suis le patient de mon docteur, je suis le patient quand je suis à l'hôpital, mais quand j'arrive à une formation, je vais former des étudiants de pharma ou des étudiants en médecine, je suis pas leur patient, je suis pas un patient, je suis un formateur en fait. Et donc un formateur, du coup, je dois être rémunéré comme un formateur. Voilà. Quand je me retrouve en commission d'expertise innovation au CHU de Lille, avec plein d'experts, experts en stratégie, experts en innovation, experts en recherche, experts patient, expérience patient, je suis rémunéré comme un expert, une expertise. Il y a des grilles tarifaires pour qu'est-ce qu'une expertise, combien c'est rémunéré. Et je ne suis pas leur patient, je suis un expert. Voilà. Donc c'est bien aussi de pouvoir gommer le mot patient de temps en temps. Ouais, mais sauf que si on se recentre sur le TP, oui. L'expert en ETP, il n'existe pas de manière générale dans les textes. Il n'y a qu'une personne qui est rémunérée pour une expertise en animation en ETP. Ouais. Voilà, moi, autour de ces réflexions-là, c'est qu'à un moment donné, je trouve que poser les bases, et je reviens encore une fois, et c'est tout l'intérêt de pouvoir échanger, si je me ressens sur le TP, justement, parce que c'est la thématique du jour. Et la question est peut-être, doit-on se centrer sur l'ETP ou sur l'expertise usagée de manière globale dans l'éducation thérapeutique, comme un professionnel de santé, j'oserais dire, qui va développer tout un tas de compétences dans l'expérience de son métier, finalement. Voilà, je pense qu'on peut l'envisager aussi sous un autre angle. Dans les textes, au niveau de la DGS et de la HAS, le terme officiel, c'est patient intervenant. Oui. Oui, mais il n'y a pas un niveau d'expertise en ETP qui correspond à une grille de salaire tarifaire ou quoi qu'est-ce. Ça, c'est au bon vouloir des institutions, des associations. Je ne sais pas sur quoi ils se basent. Ça pose la question du statut d'éducateur thérapeutique, tout simplement. Parce que ce soit un patient ou un soignant, quand on fait de l'éducation thérapeutique, ça demande du temps. On a une traçabilité monumentale à faire.
je veux dire, en plus, les évaluations du programme, des équipes, le taux de satisfaction et tout, je veux dire, c'est un vrai job à temps complet. C'est pas un truc qu'on fait comme ça accessoirement. Et ça pose la question de la place de l'ETP et de l'éducateur. Alors qu'il soit soignant ou patient, là, je m'en fous en l'occurrence, mais qu'est-ce que… Voilà, tout à fait. Et je pense que ce soit un soignant ou un patient, éducateur thérapeutique, c'est un vrai métier. Si, je sais même pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est-à-dire quand la nutritionniste, elle intervient, effectivement, elle intervient au nom de l'hôpital, d'une structure et tout ça, et ça fait partie un peu de son métier, il n'y a pas de rémunération peut-être supplémentaire par rapport à ça, elle est intégrée dans le programme, et puis voilà. Mais quand le patient expert intervient toutes les semaines aussi, au même titre que la nutritionniste, bon, bah, c'est triste que ce soit bénévole, quoi. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il faut le penser en statut de praticien en ETP, alors qu'un professionnel de santé, il va avoir son référentiel de compétences dans lequel il va rajouter des compétences en praticien en ETP. Est-ce que, d'un autre côté, le patient partenaire, il n'a pas un ensemble de compétences, dont des compétences en ETP? Je sais pas. Oui. Est-ce qu'il faut le sortir sortir d'un tout, quoi? Est-ce qu'il faut lui donner, est-ce qu'il ne faut pas lui donner un statut? Je sais pas. Bah, à Lille, il y a un statut, hein. J'ai une lettre de mission, j'ai une lettre de mission avec une responsable de l'éducation thérapeutique. J'interviens, donc je suis intervenant occasionnel, ils mettent occasionnel, bénévole, donc c'est un statut, hein, bénévole, intervenant occasionnel bénévole dans l'institution publique au CHU de Lille. Bénévole. Bénévole, parce que sur cette mission-là, j'avoue que j'y vais une fois tous les 2 mois Oui. quand il y a besoin de moi, parce qu'en fait, c'est sur demande des patients sur l'insuffisance cardiaque ou la greffe de cœur. Est-ce que vous voulez rencontrer des patients? Et comme on a 30 greffes de cœur par an à Lille, c'est pas non plus, voilà, heureusement, ou pas, je ne sais pas si c'est heureusement ou pas. Mais bon, bref, voilà, c'est pas si fréquent que ça non plus. Voilà. Mais il y a quand même un cadre. On l'a créé là en 2021. Donc ça, c'est bien, avec un contrat signé. Donc déjà, je trouve que ça bouge. Maintenant, il y aura peut-être à griffer bénévole à un moment donné sur ce sujet-là. Par contre, il y a des missions quand je suis en fac de pharma et que je vais donner 2h30 de conférence sur un peu tout le parcours et tout ça à l'expérience patient. Bon, là, on est hors ETP. Bon, il n'y a plus bénévole, quoi. C'est rémunéré. Oui, ce que vous disiez, là, c'est le problème du statut du praticien en ETP. Là, Exactement. Du coordonnateur. De l'éducateur, du coordonnateur, de De toute l'aide. façon, l'institution, elle ne peut pas offrir un 35 heures à un patient elle peut pas offrir 35 heures sur un patient sur une pathologie, sur un programme d'éducation thérapeutique. C'est compliqué aussi, ça. Donc, c'est comment le rémunérer, tout en sachant que derrière, il a sa vie à côté. Voilà. Alors, justement, ça me permet d'introduire une question que je voulais vous poser. C'est que donc, dans la région Centre-Val de Loire, s'est posé la question peut-être de la place d'un patient partenaire qui serait mutualisé pour plusieurs services. Peut-être est-ce que c'est une question de sous, enfin, voilà. Mais au niveau éthique, voilà, ça nous pose beaucoup de questions. À savoir, est-ce que justement, admettons, bingo, on a réussi à professionnaliser un patient, mais est-ce que du coup, on peut le mutualiser sur plusieurs ETP, voire plusieurs services? C'est ce que j'ai dit. J'ai évoqué ce sujet à la réunion d'avant.
parce que un patient, il est rarement avec une seule pathologie. On a souvent plusieurs pathologies qui sont les unes avec les autres. Donc, un patient peut intervenir sur plusieurs programmes ETP en fonction du programme qui est en lien avec sa maladie, bien sûr. C'est une question de volonté après, c'est une question de volonté de la part de l'institution. L'objet, c'est est-ce que ce patient polypathologie est susceptible de pouvoir intervenir sur 3 secteurs, est-ce qu'il en est d'accord? Et ensuite, pour sa santé à la fois physique, attention, il ne faut pas que ça dépasse les 35 heures, il ne faut pas que ça devienne une source de stress, créant chez lui un stress physiologique. Attention, ça aussi c'est important. Mais rien n'empêche de mutualiser des compétences. Après, c'est les limites que l'on veut se mettre qui font la différence. C'est toute la nuance. Et de faire que, comme on a une personne qui est susceptible d'intervenir sur 3 services, on va imaginer ça représente 20 heures semaine, on est dans une démarche de professionnalisation. Mais quel statut va-t-on lui donner? Quel statut? Est-ce que c'est un soignant? Non, ce n'est pas un soignant. On va vous répondre, ce n'est pas un soignant parce qu'il n'a pas fait des études qui vont bien. Est-ce que c'est… quel titre on va lui donner? Coordonnateur? Oui, ça existe. Donc, ou chargé de mission. Excusez-moi, mais chargé de mission, c'est le pot pourri. Hein, voilà. Donc, c'est une solution et je trouve que, Esther, l'idée est louable. Personnellement, je trouve que c'est très louable. Merci. Moi, je pense que c'est possible, mais par exemple, pour moi, à titre personnel, je ne m'en sens pas capable. Oui. Bon, voilà. Le gros sujet, c'est insuffisance cardiaque, la greffe de cœur, gros sujet sur lequel je travaille. Je pourrais partir sur maladie de Crohn, spondylarthrite ankylosante, porte de défibrillateur. Enfin, vous imaginez le parcours d'un greffé cardiaque, ce qu'il y a pu avoir avant. C'était la guerre, c'était la guerre. Mais bon, du coup, je ne me sens pas capable parce que j'ai plus un discours maintenant sur ce que je vis vraiment actuellement aujourd'hui sur ma pathologie, la plus importante. Par contre, le fait que mutualiser les patients partenaires, je vais vous dire la vérité, moi je le fais déjà, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui me contactent pour réfléchir à comment construire des programmes sur l'insuffisance cardiaque. Donc je me retrouve dans toute la France aussi pour réfléchir à ces différents trucs en tant que patient expert, patient partenaire. Et puis aussi, je pense, pour signer la feuille en bas de la page, comme quoi ça a été co-construit avec des patients partenaires, patients experts. Du coup, moi, je fais bien aussi très attention à ce que ce ne soit pas, je ne sais plus le terme, comment ça s'appelle, mais utiliser le patient… Comment? Instrumentalisé? Instrumentalisé, ouais, voilà, il y a un autre mot un peu… Mais oui, je fais très attention qu'on ne soit pas le patient instrumentalisé pour faire référencer son programme d'éducation thérapeutique au niveau de l'ARS et de récupérer les fonds. Ça, il faut faire super gaffe aussi pour nous, les patients. J'avertis certains sonnettes d'alarme pour ça. Donc, voilà. Mais mutualiser, oui, pourquoi pas. Et puis, au fur et à mesure, ça va se démocratiser. Donc, il y aura peut-être même il y aura peut-être plus besoin. Et puis, il faut faire gaffe aussi dans l'autre sens avec les patients d'associations. Moi, je suis un peu en association. Je ne me suis jamais retrouvé vraiment dans les associations. Parce que ça peut être politisé, etc. Machin. Et en fait, dans certaines associations, ils font la course à l'ETP, à la formation à l'ETP, être formé en ETP pour pouvoir avoir le plus de cotisations dans leur association, grosse association, machin. Il faut faire gaffe aussi. Il faut faire gaffe à ça aussi. En fait. Donc, c'est compliqué, mais il faut poser des cadres et rester au niveau éthique bien droit dans ses bottes aussi pour pas mal de trucs. Quoi. D'ailleurs, si je puis me permettre, en tant que patient, du coup, les 40 heures, vous les avez financées personnellement ou… Alors ça, magnifique. Non, c'est des… Je suis même monté à 80 heures. J'ai du galon maintenant, 80 heures. Mais non, c'est la CARSAT qui, en 2010,
Donc, j'étais greffé en 2017. Donc, en 2016, la CARSAT formait en l'éducation thérapeutique des soignants et s'est dit, ben, pourquoi pas intégrer des patients. Et moi, je me suis dit, bah ouais, tiens, ça m'intéresserait. Et ça a matché à ce moment-là. Ils étaient en train d'y penser. J'y pensais aussi. Donc, j'étais formé avec des soignants en éducation thérapeutique du patient. Déjà, ça, c'est super important. Parce que dans la formation, la construction d'ateliers, comment on fonctionne et tout, si déjà dans la formation, on est ensemble, alors là, ça roule. Ça roule super. Donc, c'est la CARSAT qui m'a financé ça. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, à Lille, bah, c'est dès qu'il y a une grosse formation de soignants, on essaie de picorer un petit peu pour mettre du patient, pour mettre du patient dedans, pour le former aussi. Et souvent, c'est le professionnel de santé qui est formé en ETP qui dit ah bah tiens, moi sur le diabète, j'ai un gars, je m'entends bien avec lui, ça fonctionne bien, j'aimerais bien qu'il parle avec moi, avec mes patients. Et du coup, est-ce que je peux le faire venir à la formation en ETP? Mais oui, viens, viens, on va faire du patient, on va te faire toi d'un patient expert et puis voilà. Peut-être je me permettrais pareil de faire une toute petite incursion sur ce sujet-là précisément, puisque en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, forcément, puisque là ça concerne Etna, donc ce ne sera pas le cas hors des frontières de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est justement pour rebondir un petit peu sur ce sujet-là. Nous, en répondant à un appel à projet de l'ARS, on a décroché une enveloppe qui a vocation à soutenir la formation des patients ETP. Donc, c'est principalement la formation des 40 heures. Amandine sait parfaitement de quoi je parle pour le coup, parce qu'elle nous envoie des patients. Mais en tout cas, ça a vocation à prendre le relais pour les équipes qui voudraient former des patients pour intervenir dans leur programme, mais qui n'auraient pas ce type de formation au sein de l'établissement, ou parce que ça se passe pas là-dessus. Et du coup, on présente un dossier à un jury, et dans ces cas-là, on finance la formation de ce patient en question. Donc, ça a quand même vocation à faire un petit peu monter en compétence de ce point de vue-là. Je n'ai pas eu l'impression dans les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres plateformes régionales que ça a été tant le cas. Très souvent, on a quand même de la formation au sein d'un hôpital, effectivement, comme vous le décrivez, Monsieur Philippot, où éventuellement, on peut aussi envoyer des patients, on profite d'une autre formation où il y a tout un tas d'autres personnes qui sont autre titre que les patients, effectivement. Mais en tout cas, ça paraît quand même être un levier intéressant, au moins pour soutenir ça et pouvoir favoriser un peu cette inclusion. Sébastien, tu as eu la chance de faire partie d'une session de formation avec donc, des soignants et aussi toi en tant que patient. Et c'est vrai que nous, à l'IREPS, et même d'autres, Madame Novak aussi, j'imagine, et d'autres partenaires, on privilégie vraiment cette mixité au niveau de nos formations, parce que c'est vraiment la richesse de ce que ça peut apporter, la mixité au sein de nos formations, en tout cas. Ouais, Oui, tout à Amandine, fait. merci beaucoup. Mais ouais, j'ai eu la chance de pouvoir profiter d'une formation qui a été prise en charge. Alors là, j'ai un doute. Je sais que le centre de l'éducation où j'interviens avait pris en charge les frais kilométriques, mais je ne sais plus qui avait pris en charge le coût de la formation. C'était Etna. C'était Etna, d'accord, ok, ouais, merci Etna. Et donc, du coup, oui, ça m'a vraiment apporté parce que ça m'a permis de vraiment d'intégrer vraiment l'équipe ETP du programme du Grand Feu. Et du coup, oui, je suis un peu dans la démarche maintenant d'aller un peu plus loin parce que j'ai envie de m'appliquer encore un peu plus. Alors, je n'ai pas passé le cap du bénévolat, plus bénévolat, je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir parce qu'on évoquait, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à M. Philippot sur la deuxième catégorie. Mon cas, et je ne pense pas, est isolé, on doit être plusieurs dans ce cas-là, c'est que si je touche une rémunération quelle qu'elle soit, je vais perdre la complémentaire qui est liée au travail. Et si demain j'arrête parce que quel que soit le problème, que ce soit de santé ou d'autre, je ne la récupérerai pas. Donc c'est quand même un choix qui est quand même assez qu'il faut calculer pour être sûr de pas s'engager et le regretter un peu plus tard. Je suis dans la même case que toi, Sébastien, et effectivement, c'est un sujet compliqué, j'avoue. Et si tu veux, on pourra essayer d'échanger plus longuement sur le sujet un peu plus tard en se mettant en relation, mais c'est vrai que c'est compliqué ça aussi. Merci beaucoup. Ouais, ok, c'est sûr.
Ouais, ça renvoie aussi. Alors, comment je peux le formuler? Alors, moi, j'entends, et vous le mettez en avant sur cette session depuis tout à l'heure, sur cette nécessité de professionnalisation, de rémunération, mais c'est aussi s'engager dans un cadre avec des droits, bien entendu, mais des devoirs. Et moi, je m'interrogeais aussi sur le poids de ce cadre sur la santé, ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur la santé peut-être physique, mais surtout psychique des personnes. J'aurais voulu avoir un peu votre retour par rapport à ça. Non, vous m'avez pas suivi? Je peux le reformuler si vous voulez. C'est la fin de journée. En quoi la santé physique est altérée? Non, enfin, je ne comprends pas vis-à-vis des séances de TP. Je crois que la question, c'est que veut poser Caroline, c'est l'investissement que peuvent avoir Nicolas ou Patricia, par exemple, quelles conséquences ça a sur leur vie de tous les jours et sur leur aspect psychologique. Est-ce que ça les oblige à des investissements importants qui ont des conséquences physiologiques qui peuvent altérer, voire une dégradation, je dirais, de leur pathologie ou une amélioration. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. On peut le voir en psychiatrie. Hein. Voilà. Je parle d'un vécu, c'est-à-dire que vous êtes confronté au quotidien et encore plus dans le cas d'une professionnalisation. Enfin, ça vous renvoie tous les jours par où vous êtes passé, ce que vous avez vécu, etc., etc., etc. Voilà, ça m'intéresse, moi, d'avoir ce retour-là, hein, quand même, c'est pas rien. Et je sais qu'en psychiatrie, c'est pas rare que nos pères aidants aient besoin de marquer des pauses. Et ça revient quand même, hein, assez régulièrement. Ils ont besoin de prendre de la distance aussi par rapport à leur maladie, à un moment donné. Chose que bénévolement, je pense que c'est plus facile de faire que lorsqu'on est dans un cadre professionnel. Alors, pour ma part, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est lourd à gérer émotionnellement parce que lorsqu'on fait des bilans éducatifs partagés et qu'on entend des choses très, très lourdes, très violentes, ça a un retentissement et qu'on ne peut pas ramener tout chez soi. Alors, au sein de ma structure, moi, j'ai mis en place, il y a un psychologue. Et quand il y a des choses qui sont trop compliquées, trop lourdes, on a des périodes, on mobilise le psy et on débriefe avec lui pour repositionner les choses. Et c'est important. Ouais. Pour moi, à titre personnel, à un moment donné, j'en ai presque eu besoin de devoir raconter mon histoire. C'était, je parle souvent du récit thérapeutique, mais c'était exactement ça. Ouais, au début, on le fait pour soi. Hein. Il y en a, c'est l'écrit, moi, c'était le récit, j'en ai eu besoin. À un moment donné, après, je l'ai structuré avec les soignants, j'ai structuré sur les différentes notions et tout ça. Et effectivement, il a fallu faire attention de ne pas faire trop l'éponge à un moment donné, parce que là, sur une greffe cardiaque, j'envoie du bonheur et j'envoie de la motivation pour partir à la greffe, mais malheureusement, il y en a certains, en fait, ils ne sortent pas de la réa, quoi. Donc là, il y a aussi effectivement, psychologiquement, il y a cette lourdeur. Mais je suis accompagné toujours par cette équipe de soins. Je fais partie de l'équipe de soins. C'est-à-dire qu'on débriefe. Même la première fois où j'ai pleuré avec mes cardiologues, j'ai été surpris. Je me suis dit, ah ouais, les cardiologues, en fait, ils sont humains quand même. Hein. Ils chialent aussi quand ils perdent des patients. J'étais tombé de l'autre côté. J'ai vu ça aussi. C'était hyper intéressant. Et du coup, ils m'ont accompagné comme ils accompagnent leurs autres collègues quand il y a un souci comme ça, où on accompagne un patient et que ça se passe pas bien. Donc ça, c'est super important. Et après, mon parcours aussi m'a permis d'avoir je raconte une histoire maintenant. C'est mon histoire, ok, mais je raconte une histoire. Et je suis impliqué dedans, mais en même temps, je suis assez détaché de cette histoire-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a ce récit thérapeutique avec les émotions, mais à un moment donné, j'arrive à m'en détacher aussi. Je mets quand même beaucoup d'affect dans ce que je fais,
et d'empathie dans ce que je fais. Sinon, j'aurais du mal à parler avec les patients en leur disant t'inquiète, crois en tes rêves, projette-toi dans quelques temps. Enfin, ça serait compliqué. Mais voilà, il y a cette bienveillance de la structure qui est là quand même et qui permet d'avancer ensemble sur une belle aventure hein, quand même. Hein. Même si on vit des trucs pas faciles, quand ça se passe super bien et qu'il y a des familles qui sont super contents et qu'on voit des greffés quelques temps après, ben moi, ça me touche maintenant. Je ne suis pas soignant, mais je me rapproche un petit peu d'une certaine... je collabore avec des psychologues un peu aussi, quoi. Il y a certains qui me disent, Nicolas, un discours avec toi, ça vaut mieux que discuter avec la psychologue aussi, où j'accrochais pas trop. Et puis les blouses blanches, j'en peux plus, je peux plus les voir. Avoir une discussion avec toi, là, ça me permet d'y croire là pour quelques temps. Je retrouve des gars. Moi, j'ai été 9 mois paralysé dans mon corps après ma greffe cardiaque. J'étais en rééducation fonctionnelle, j'avais des jambes de flamant rose. Alors, quand je leur dis ça aux gars, je vais les voir, je dis, tu sais, j'avais les mêmes jambes de flamant rose que toi il y a 3 ans, et tu vas t'en sortir. Ça vaut tous les discours, ça vaut tous les discours, et ça me fait du bien dans l'enjeu psychologique. Ça me fait du bien de me rappeler ça aussi de temps en temps, de me dire, ouais, je suis aussi passé par là, moi, hein, quand même. Hein. Donc voilà, il faut avoir un recul pour gérer ces émotions-là et puis surtout réussir à le communiquer et débriefer avec les personnes concernées, des psys, des cardiologues, enfin les gens qui accompagnent d'autres patients et travailler en équipe. Et ça, après, ça roule. Hein. Merci. Je partage tout à fait ta position et ce que tu viens de dire. Le problème du train. Moi, j'ai aussi ce côté, je me pose un peu la question, est-ce que le fait d'être salarié d'une structure, quelle qu'elle soit, est-ce que ça n'a pas aussi changé mon comportement? Aujourd'hui, j'ai cette liberté d'intervenir. Alors, bien sûr, toujours en faisant attention aux patients, avec ce côté bienveillance. Enfin, mais est-ce qu'à un moment, je n'aurais pas des comptes à rendre à la structure et du coup, je devrais peut-être avoir un regard différent de celui que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est une question. C'est un peu. Des fois, je m'imagine des choses qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est une question. Tu as tout à fait raison, Sébastien. Moi aussi, c'est une question que je me pose aussi. Il y a cette certaine liberté où tu n'as pas la pression. On ne vient pas te parler de côté quoi que ce soit, de la T2A et tout ça. On n'en a rien à faire de ça. On s'occupe de l'humain et c'est génial. C'est génial. Donc, effectivement, c'est aussi une vraie question. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi, je suis très bien. Il faut juste être certain d'avoir une rémunération à des fonds qui tombent tout le temps pour pouvoir vivre et continuer à faire ça. C'est certain. Quand j'interviens dans des conventions, des choses comme ça, on me dit attention, le directeur. Je dis mais moi, c'est pas mon directeur à moi. Moi, je lui dis les choses simplement comme j'ai envie de lui dire, sans filtre, parce que c'est pas mon directeur. Quoi. Voilà. Oui, c'est la notion de subordination à une institution, à un organisme qui va qui détermine le comportement des uns et des autres. Il est clair qu'en tant que libéral, j'ai mon lien de subordination, voilà. Hein. Donc, Nicolas a cet avantage, comme peut l'avoir Madame Novak. Hein. Après, oui, dans tout lien de subordination à une structure, on aura peut-être quelques comptes à rendre. Il y aura des réunions, alors comment ça s'est passé, et ceci et cela. On ne sera pas forcément... Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être qui vous êtes? Tout simplement. Voilà, pardonnez-moi, c'est un peu... c'est pas parce que vous avez forcément un lien de subordination. Et encore une fois, je reviens sur ceci. Si vous avez un lien de subordination avec une structure, ce lien de subordination, il est à hauteur de combien d'heures? Attention. Et quel est, même si on n'est pas d'accord sur le tissu associatif, mais si on est dans une association, en général, dans une association, on a souvent beaucoup d'humains qui est présent. Donc, je crois qu'il faut pas changer.
hein, objectivement. Si vous vous rendez compte que vous changez, ça veut dire que vous cherchez autre chose. Et qu'est-ce que vous chercheriez de plus que ce que vous étiez avant? Voilà, je crois qu'en tant que patient, patient usager ou usager partenaire, restez tel que vous êtes. Il n'y a pas de raison de changer. Pourquoi changer et vers quoi? Pardonnez toutes ces questions, hein. Peut-être pour que les programmes soient plus construits sur la globalité de vie du patient et moins sur l'axe médical. Sur la maladie chronique, aujourd'hui, on voit beaucoup de programmes, les gens, ils arrivent. D'abord, moi, je suis arrivée à me poser la question, à quoi sert le bilan éducatif partagé? On fait des super bilans, mais de toute façon, le patient, il va faire l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3, parce qu'il faut faire les 3 ateliers SOC pour être payé par l'ARS, même s'il n'en a pas besoin. Et je pense que le fait d'avoir peut-être une position plus officielle, plus reconnue, nous permettrait de plus axer certains programmes sur vraiment la vraie vie du patient avec la maladie chronique. Puis il y a l'attractivité aussi, pardon. Si à un moment donné, on veut recruter du patient, il faut pouvoir amener quelque chose aussi, à un moment donné. Nous, on est un peu des extraterrestres parce qu'on a du temps, on est en invalidité 2e catégorie. Enfin, voilà. Si vous prenez les millions de personnes en maladie chronique, ils n'ont pas le temps. C'est pour ça l'idée du statut, elle est importante, mais tout en gardant sa légitimité quand même, ça c'est certain, et puis son naturel et être soi-même. Je pense que je pourrais y arriver, hein. Je vais le tester, je vous dirai. Ok. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Je vous remercie vraiment pour la qualité des échanges. Alors, on fera une restitution avec Sébastien, mais on s'était posé la question de voir si on faisait une restitution commune sur les communes aux 2 groupes ou une restitution par groupe. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ce sera plus intéressant de faire une restitution par groupe parce que vous n'êtes pas allés Du tout. Du tout sur les mêmes... peut-être pas du tout, mais en tout cas, c'est 2 visions qui diffèrent. C'est sympa de nous dire qu'on était plus intéressant, Caroline, c'est sympa. En tout cas, ça risquerait d'être bien difficile de faire une restitution commune dans tous les cas. Oui, Ah oui. parce que juste, après, vous direz restitution pour le coup, si ça vous intéresse, mais juste pour vous faire un retour rapide. Alors, il y a des éléments communs, mais pour le coup, vraiment, cette question de la rémunération n'était pas une priorité pour le groupe précédent. Et on avait pas de patients, d'usagers partenaires dans le groupe. Ah bah, c'est pour ça. Vous n'arriverez jamais à rien si vous n'avez pas de patient partenaire. Il faut le savoir maintenant. Mais si, on en Non, avait. si, Alors, c'était que ça. Une grosse majorité. Ouais, Juste Pardon. c'est principalement ça, oui. Voilà, alors là, tout ce qui était formation, bien sûr, a été mis en avant, la compétence a été mise en avant. Hein. En fait, c'est la finalité qui n'a pas été, qui a différé en fait sur les 2 groupes. Donc, je vous inviterai à relire un peu ces restitutions. Voilà, on aurait même pu faire un 3e groupe pour redébriefer sur ça, hein, en fait. Voilà. Une prochaine fois, hein, parce que... Oui. Bah, si vous les remplissez encore un peu. Hein, mais... Non, ça va aller. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas, des remarques particulières. Des questions, moi j'en ai plein finalement, je ressors avec plus de questions que de réponses. Donc c'est chaud, donc la restitution elle sera intéressante, effectivement. Et s'il y a des pistes, bien sûr, des pistes de solutions, ce serait intéressant pour nous. Et puis voilà. Puis j'ai noté quelques contacts avec qui je dois partager, là, Sébastien, sur 2-3 sujets. En tout cas, merci pour les échanges. Oui, merci, ils étaient riches.
Mm. Merci à tous. Comme je le mettais dans le chat, si vous en êtes d'accord, je vais vous partager un petit sondage sur la journée, sur les sujets abordés, aussi sur la qualité du site sur lequel vous êtes arrivé et la navigation, puisque c'est la première année qu'on fait ce format-là et que du coup, on recueille un petit peu votre satisfaction ou votre insatisfaction par rapport à ce format-là pour qu'on puisse avoir aussi des retours d'expérience et bien sûr s'améliorer pour la prochaine fois. Donc, ça prend que quelques minutes, il y a 7-8 questions, c'est du oui-non, pas d'inquiétude là-dessus. Je ne vous garde pas jusqu'à 18h, c'est promis. Très bien. Enfin, il faut que je retrouve le sondage qui était préparé, puisque normalement, j'aurais dû… Non. Il est en bas normalement, Paul. Oui. Oh, bah oui, il est là, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas enregistré? Parce que normalement, ça, on l'a déjà fait, ils sont déjà dedans. Alors, ça se trouve, je vous ai dit quelque chose, mais je ne vais même pas pouvoir vous le partager. Autrement, tu retournes dans ton ouverture de Zoom à un moment Oui, donné, c'est ce en bas, que… tu dois l'avoir dans les vals. Attends. Ben, en plus, on l'a préparé hier exprès. Formidable, ça. Voilà. Là, on est là-dedans. Oui, c'est bon. Aperçu. Et bien alors, pourquoi il ne veut pas se lancer? Attends. J'arrive, je suis désolée. Il y a eu une question qui a été posée par Esther tout à l'heure. Et est-ce qu'on aura les coordonnées des uns et des autres qui sont proposées, en tout cas au sein du groupe, là notamment, pour qu'on puisse avoir des contacts? Je ne pense pas qu'elle entende, Paul. Elle est sur autre chose. Désolée, Amandine, excuse-moi. Il y avait une question d'Esther dans le chat à un moment, mais c'était écrit nous-mêmes entre nous. Mais du coup, pour savoir si on pourra avoir les coordonnées des uns et des autres du groupe. Oui, alors j'ai eu effectivement la même demande lors du premier groupe. Donc évidemment, nous, de notre côté, pas de souci, dans la mesure où tout le monde est d'accord pour échanger les coordonnées des uns et des autres, évidemment. Donc si c'est le cas, bien sûr, moi, je mettrai à disposition. C'est ce que je disais sur l'entre-deux groupes. On va voir là comment on fait, mais je pense que peut-être dans un mail de restitution. Alors, soit vous avez déjà échangé, j'ai vu que certains avaient laissé leur mail dans le chat, mais dans tous les cas, sinon, on essaiera peut-être de remettre voilà, dans un mail spécifique les participants du groupe pour que vous puissiez rebondir et poursuivre les échanges au besoin. Et voilà, je vous ai fait un teasing sur le sondage et je suis vraiment sincèrement navrée, je ne vais pas être en mesure de le renvoyer manifestement puisque je le trouve bien dans mon espace Zoom tel que préparé, mais je n'ai pas la possibilité de le lancer. Je ne sais pas pourquoi. Donc je suis désolée. Toutes mes excuses et tant pis pour nous. Tu peux peut-être l'envoyer par mail si tu l'as fait. Oui, ben je vais regarder. En Word ou sous Drive. Oui. Oui, au pire, on fera. Je verrai si ça a fonctionné dans les autres groupes ou pas. Mais éventuellement, effectivement, on le fera après. C'était vraiment 7-8 questions sur la satisfaction générale de la journée par rapport à la facilité d'accès, par rapport à la durée des temps d'échange, à la qualité des échanges, ce genre de choses. Rien de compliqué. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à Etna d'avoir organisé cette manifestation, surtout. Merci. À très bientôt. À bientôt.